Il y avait des géants sur la terre à cette époque-là, et aussi après. Lorsque les fils de Dieu s'unissaient aux filles des hommes, et qu'elles leur donnaient des enfants. Presque tous les mythes et toutes les cultures de la planète vénèrent ou transmettent les exploits d'un peuple très ancien qui aurait coexisté avec l'homme primitif, un peuple d'origine divine qui se manifestait sous la forme de géants imposants. Au fil des années, ce thème a été abordé de nombreuses fois. Certains pensent que tout cela n'est que le fruit du mythe ou d'une mauvaise interprétation de certains textes anciens. Mais si vous suivez attentivement ce fascinant voyage, vous vous en rendrez facilement compte et vous en serez convaincu. Il n'est pas possible de tout écarter aussi facilement. Les preuves de l'existence de ce peuple mystérieux sont en effet présentes en divers endroits de la planète. Il existe une énorme documentation et de très nombreux témoignages de personnes affirmant avoir trouvé des preuves de leur existence. Revenons à notre voyage et au mystérieux peuple de géants, mais tout d'abord, dissipons un malentendu. Nous savons tous que le gigantisme est reconnu par la science comme une pathologie due à un dysfonctionnement de certaines glandes. Mais cela ne suffit cependant pas à justifier les légendes concernant les géants. S'il est en effet possible qu'au cours de l'histoire, il ait existé des individus atteints de cette rare pathologie et que, grâce à leur taille, ils aient en suscité l'étonnement et l'émerveillement, il ne faut pas oublier qu'il s'agit là de cas rares et isolés. En effet, les anciens textes évoquent un peuple de géants plutôt que des cas isolés. Il serait impensable de croire que des populations entières aient souffert en même temps de cette pathologie. De plus, beaucoup de ces légendes affirment que la taille de ces êtres divins variait entre 3 et 7 mètres. Et ils sont souvent décrits comme des êtres très forts, immortels ou extrêmement longévifs. Les géants que nous connaissons, en revanche, en plus d'avoir une taille bien inférieure, ont une espérance de vie moyenne d'environ 40 ans. Pensez que Robert Wadlow, l'homme le plus grand du monde, mesurait environ 2,72 m et est mort à l'âge de seulement 22 ans. Cela se produit principalement parce que le sang, dans un corps aussi grand, n'arrive pas à être pompé de manière suffisante, ce qui ne garantit pas une oxygénation parfaite de tous les tissus. Mais nous reviendrons sur ce concept plus tard. Cela étant clarifié, allons à la recherche des sources qui racontent l'histoire de ce peuple incroyable. Dans le livre de la Genèse de l'Ancien Testament, il est question des Néphilim, c'est-à-dire littéralement ceux qui sont descendus. Il existe différentes interprétations sur qui étaient les Néphilim. Ils sont décrits comme des êtres de grande taille, nés du croisement entre des êtres divins descendus du ciel et les filles des hommes. Comme mentionné, il existe de nombreuses interprétations sur l'identité des Néphilim. Dans le 4e livre de l'Ancien Testament, par exemple, il était question du peuple d'Anak, les Anakim. Le pays que nous avons traversé pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous les gens que nous y avons remarqués sont des personnes de grande taille. Nous y avons vu les géants, les fils d'Anak, de la race des géants devant lesquels nous paraissions être comme des sauterelles. Et c'est ainsi que nous devions leur paraître. Mais on ne trouve pas seulement des traces d'êtres divins, de taille gigantesque dans l'Ancien Testament, des témoignages similaires sont présents dans de nombreuses autres cultures. Du Mahabharata indien aux écritures sacrées thaïlandaises et sri-lankaises, des légendes égyptiennes à celles irlandaises et basques, jusqu'aux cultures américaines qui racontent des êtres divins d'une taille incroyable et à la peau claire. S'il existe donc de nombreux textes qui racontent l'existence d'un peuple ancien, souvent doté de pouvoirs divins et d'une taille inhabituelle, existe-t-il également des témoignages et des découvertes qui prouvent la réelle existence de ces mystérieux personnages ? Les témoignages directs liés à l'existence de ces êtres aux dimensions incroyables sont très nombreux. Ils traversent pour toute l'histoire de l'humanité et proviennent des 4 coins de la planète. Certaines des plus intéressantes, par exemple, proviennent du continent américain. Découvrons-les ensemble. Le Codex Rios, un manuscrit rédigé par le frère espagnol Pedro Gutiérrez de los Ríos, conservé à la Bibliothèque du Vatican, nous est parvenu grâce aux conquérants espagnols. Dans ce texte, le frère raconte l'existence d'un peuple appelé Tzoquilixeco, composé d'êtres gigantesques qui habitaient dans les forêts mexicaines. Ce peuple, selon le frère, habitait la région d'Anahuac. Mais le Codex Rios n'est pas le seul témoignage qui nous soit parvenu des conquistadors.
Herman Cortés, dans l'un de ses journaux, raconte quand ils ont retrouvé les restes d'êtres très grands. Il raconte lui-même avoir envoyé au roi d'Espagne un fémur humain, presque aussi grand qu'une personne de taille normale. Les légendes transmises par les Amérindiens racontent plutôt l'histoire d'un peuple de géants venant des rives du lac Titicaca au Pérou. Un peuple qui aurait décidé d'abandonner la ville et se serait réfugié à l'intérieur de la Patagonie. Et c'est justement en Patagonie que l'explorateur Magellan affirme les avoir rencontrés, ou du moins certains de leurs descendants, et que ceux-ci étaient si grands que la tête des membres de l'équipage arrivait à peine à la ceinture de ces êtres géants. Mais toujours en Amérique latine, on ne peut pas ne pas citer le mythe de Viracocha. Le dieu créateur venu du ciel est représenté comme un homme à la peau claire, à la chevelure épaisse blond-roux et à la taille incroyable. Mais des témoignages d'êtres gigantesques viennent aussi d'Afrique. Les populations de l'actuelle Nubie racontent qu'il fut un temps où leurs ancêtres cohabitaient avec des êtres géants, des êtres à la peau claire qui parlaient une langue incompréhensible. En même temps, certaines tribus de Tanzanie racontent aussi l'époque où les géants travaillèrent à la terre et creusaient y des mines. Si l'on regarde ensuite les articles de journaux du 19e et du 20e siècle, surtout dans la presse américaine, on trouve une infinité d'articles qui racontent la découverte d'ossements géants qui auraient appartenu à un peuple mystérieux, d'apparence humanoïde. Nous serions témoins de la présence d'êtres géants dans l'histoire de l'humanité, nous serions submergés par des milliers de témoignages, de récits et de légendes dans lesquels il semble apparemment difficile de s'y retrouver. Mais à ce stade, il est inévitable de se demander s'il existe des preuves concrètes, un squelette, des os ou de simples artefacts qui attesteraient de l'existence de ces êtres mythiques. La réponse n'est pas très simple. Partons d'un principe. Beaucoup des images que vous trouverez sur Internet sont des faux. Certains sont involontaires, d'autres moins. Mais nous pouvons tout de même affirmer qu'au fil des années, des découvertes très intéressantes ont vu le jour. En 1992, le prêtre Carlos Vaca fit une découverte extraordinaire en Équateur. Sur le site appelé Shanghai Minas, ce qui signifie en traduction cimetière des dieux, le père Vaca a mis au jour de nombreux fragments d'eau appartenant à des hommes d'une taille incroyable d'environ 7 mètres 100. Les restes furent conservés dans le musée créé par le prêtre lui-même, du moins jusqu'à sa mort survenue en 1999. Une autre découverte digne d'intérêt est celle réalisée par l'anthropologue Georges Vacher de la Pouge, dans la zone funéraire de l'âge du bronze de Castelnau-le-Laye, en France. En effet, durant l'hiver 1890, 3 fragments osseux furent mis au jour, un fémur, un tibia et un humérus. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de préciser que ces os sont indéniablement humains, malgré leur taille énorme. Le premier est la partie médiane d'un fémur, longue de 14 cm de forme presque cylindrique, et la circonférence de l'os est de 16 cm. Le deuxième morceau est la partie médiane supérieure d'un tibia. La circonférence est de 13 cm au niveau du foramen nourricier. La longueur du fragment est de 26 cm. Le troisième, très singulier, a été considéré par d'éminents anatomistes comme la partie inférieure d'un humérus. Les volumes des os étaient plus du double de ceux des pièces normales correspondantes. En jugeant sur la base des intervalles normaux entre les points anatomiques, on s'attend à des longueurs presque doubles. Le sujet aurait vraisemblablement pu avoir une taille de 3,5 mètres. Après la découverte, les fragments osseux ont été étudiés par l'Université de Montpellier et examinés par Sabatier et Delage, professeurs respectivement de zoologie et de paléontologie à l'Université française, qui sont arrivés à la conclusion que les fragments représentaient une race d'humanoïdes aux traits énormes. En Égypte, il y avait des géants, beaucoup plus grands et de formes différentes par rapport aux personnes normales. Terribles à voir. Ceux qui n'ont pas vu de leurs propres yeux ne peuvent pas croire qu'ils aient été aussi immenses. Ces paroles extraordinaires appartiennent à l'historien Flavius Joseph et datent de l'an 79 après Jésus-Christ. Et c'est justement de l'Égypte mystérieuse que provient l'un des témoignages les plus intrigants, celui de Gregor Spuri, un riche entrepreneur suisse qui, au fil du temps, a développé une grande passion pour l'Égypte antique.
En 1988, lors d'un voyage au pays des pyramides, Sperry serait tombé presque par hasard sur une découverte incroyable. Alors qu'il se trouvait à Bir Birhüker, à environ 100 km au nord du Caire, il aurait été abordé par un homme du coin, qui se serait présenté comme issu d'une famille de pilleurs de tombes depuis plusieurs générations. L'homme, en échange de 300 $, aurait montré à Sperry le trésor gardé par sa famille, un objet considéré comme très précieux qu'il conservait soigneusement enveloppé dans un rouleau de tissu. C'était un paquet oblong, couvert de moisissures. Quand j'ai vu cette relique assombrie par le temps, j'ai été stupéfait. On m'a permis de la toucher et de prendre quelques photos. J'ai placé un billet à côté, justement pour donner une idée de ses dimensions. Le doigt était plié, coupé à la première phalange et moisi. Il était remarquablement léger. Il pesait peut-être 200 grammes. J'avais le cœur qui battait la chamade. C'était absolument incroyable. En faisant les calculs et les proportions nécessaires, la créature qui possédait autrefois cet index devait mesurer quelque chose comme 5 mètres de haut. Le pilleur de tombes, pour prouver l'authenticité de la découverte, aurait également montré à Sperry le rapport d'un anatomopathologiste datant des années 60, ainsi qu'une radiographie signée par le médecin ayant rédigé le rapport. Bien que l'entrepreneur ait proposé d'acheter la découverte, l'homme refusa fermement. Cet homme jurait au nom de son Dieu, et il a refusé de me vendre le doigt. Il disait que pour lui et pour sa famille, c'était trop important. Malheureusement, nous n'avons pas d'autres preuves attestant de la véracité de ce que Sperry a photographié. Pour appuyer les affirmations du pilleur de tombes anonyme, il existe cependant de mystérieux sarcophages en granit qui ont été découverts dans le Sérapéum de Saqqara, des artefacts énormes pesant plus de 80 tonnes et mesurant 4 mètres de long. Seraient-ce là les tombes de ces mystérieux géants? Mais maintenant, quittons l'Égypte et ses mystères et retournons en Amérique latine. Comme nous l'avons dit précédemment, de nombreux témoignages proviennent des conquistadors espagnols. Et c'est justement grâce à celle-ci qu'en 1928, Brian Forrester retrouva les célèbres crânes allongés dont nous avons parlé dans la vidéo précédente, qui, en plus de présenter une dolichocéphalie inexplicable, montrent des dimensions supérieures à la normale. Les restes ont été analysés par différentes sources, et certains pensent qu'ils possèdent un ADN différent de celui de l'homme, ce qui en ferait la preuve d'une race ou d'une espèce inconnue qui aurait vécu pendant des centaines d'années dans ces lieux. Et toujours selon certains chercheurs, ce seraient eux les créateurs des mystérieuses lignes de Nazca et d'autres artefacts anciens présents dans la région. Comme nous l'avons vu, les témoignages de l'existence d'hommes de taille gigantesque sont multiples et répartis dans le monde entier. Et ce ne sont là qu'une petite partie de celles que l'on peut trouver dans les récits historiques et les chroniques de nombreux chercheurs. Mais essayons maintenant de faire un exercice mental. Admettons qu'un ancien peuple de géants ait existé et qu'il ait eu une origine très ancienne. Des êtres gigantesques ayant vécu non pas des milliers, mais des millions d'années avant nous. Bien, maintenant, essayons de comprendre si tout cela a été possible et s'il existe des preuves concrètes. Revenons en arrière de millions d'années, jusqu'à l'ère mésozoïque. D'après ce que nous savons, à cette époque, la Terre était habitée par d'énormes créatures. Les dinosaures, qui ont culminé dans leur domination de la planète entre 145 et 66 millions d'années avant notre époque. Demandons-nous maintenant, est-il possible qu'à une époque aussi lointaine, il ait pu exister des êtres à l'apparence humanoïde? Et si c'était le cas, à quoi auraient-ils ressemblé? Selon certaines théories, pendant l'ère mésozoïque, le climat était généralement plus chaud et le niveau d'oxygène plus élevé qu'aujourd'hui. Ces conditions étaient idéales pour soutenir de grands corps. En effet, celles-ci auraient permis aux dinosaures de grandir, atteignant des tailles supérieures à celles des animaux terrestres modernes. Une atmosphère contenant plus d'oxygène permet une oxygénation plus efficace des tissus et des organes vitaux des organismes de grande taille, et par conséquent, certaines limites dues au gigantisme auraient été dépassées. Donc, selon cette théorie, la grande taille des animaux qui vivaient à cette époque a été en partie favorisée par les conditions environnementales qui régnaient alors sur la planète. À ce stade, on ne peut s'empêcher de se demander, mais s'il avait existé une espèce d'humanoïde, auraient-ils eu une taille plus grande ? C'est possible, même si cela contredit tout ce que nous savons sur les processus évolutifs.
La science officielle affirme en effet que, durant l'ère mésozoïque, la lignée évolutive des mammifères et celle des dinosaures s'étaient déjà séparées. Il existait de petits mammifères, mais il ne pouvait pas y avoir de forme de vie apparentée aux primates. En effet, ceux-ci n'auraient évolué que des millions d'années plus tard. Faisons maintenant un saut dans le temps et allons en 1966, plus précisément au Pérou, dans un endroit près d'Ica. En ces jours-là, un médecin, Javier Cabrera, reçut en cadeau d'un paysan une pierre très particulière. Sur la pierre, selon le docteur, était en effet gravée la figure d'un poisson, un poisson appartenant à une espèce éteinte depuis des temps immémoriaux. Cette découverte attisa la curiosité du docteur, qui poursuivit ses recherches et trouva d'autres pierres gravées de dinosaures et de plantes disparues depuis des millions d'années. Mais ce n'est pas tout. Des gravures montraient aussi des scènes incroyables. Des hommes montés sur le dos de dinosaures. Des opérations chirurgicales avancées. Des cartes de la Terre où figurèrent les continents perdus de l'Atlantide et de la Lémurie. Et bien d'autres scènes extraordinaires. Évidemment, cette découverte fit le tour du monde et attira une grande attention sur ces mystérieux artefacts. Le docteur Cabrera fit analyser les pierres et, selon les résultats, celles-ci auraient été gravées il y a au moins 12 000 ans. À ce stade, l'opinion sur cette découverte se divise en deux principaux camps, ceux qui pensent qu'il s'agit d'un faux et ceux qui sont convaincus de son authenticité. Qu'il existe des faux ne fait aucun doute. Même le docteur Cabrera a admis que certaines pierres de sa collection n'étaient pas authentiques, mais fabriquées. Cela ne remet pas en cause l'authenticité de tous les artefacts. Les faux ont été fabriqués par les populations locales par la suite, seulement après que toute l'attention du monde se soit concentrée sur ces pierres dont la valeur a augmenté de façon démesurée en très peu de temps. Donc rejeter toutes les pierres comme étant l'œuvre de faussaires n'est pas correct. Les artefacts ont été analysés par plusieurs organismes de recherche indépendants qui en ont attesté l'authenticité. Mais il reste un problème à résoudre. Même si les gravures sur les pierres avaient été réalisées il y a 12 000 ans, comment ces hommes pouvaient-ils être au courant de l'existence d'espèces disparues depuis des millions d'années? Comment pouvaient-ils connaître des procédures aussi compliquées? Qui leur a transmis ce savoir? Les populations qui ont vécu pendant des milliers d'années sur ces territoires sont-elles entrées en contact avec des êtres venus d'un passé lointain? Ces êtres mystérieux sont-ils les mêmes que ceux dont parlent les anciens textes du monde entier? Arrêtons-nous ici pour aujourd'hui. Nous avons abordé de nombreux sujets qui méritent certainement d'être approfondis dans les prochaines vidéos. Mais maintenant, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour nous soutenir et ne rien rater des prochaines vidéos. À bientôt.